Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une affaire aussi bouleversante que complexe, survenue en septembre 2022 dans un quartier tranquille de Toronto, au Canada. Les rues y étaient paisibles, bordées de maisons soignées et de pelouses impeccables, comme si rien ne pouvait troubler l'existence de ses habitants. Pourtant, c'est dans cette zone résidentielle discrète qu'un couple apparemment sans histoire, Patrick Collins et Megan Collins, a été retrouvé mort, poignardé de multiples fois, tandis que leur fils adoptif de 17 ans, Jonathan Morgan, se tenait prostré sur le sol. Avant d'entrer dans les détails de cette affaire, j'aimerais vous demander de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Le couple Collins suscitait une sympathie générale. Patrick, 45 ans, imposant et amical, exerçait le métier d'agent immobilier et jouissait d'une réputation solide. Megan, 42 ans, comptable à domicile, était plus réservée, mais son professionnalisme et sa discrétion lui valèrent la confiance de nombreux clients locaux. Leur foyer, selon beaucoup, était harmonieux. On les voyait souvent faire leurs courses ensemble, saluer les voisins d'un signe de la main et se rendre à des événements caritatifs. L'initiative d'accueillir un adolescent en difficulté venait renforcer leur image de bienfaiteurs. Jonathan Morgan, quant à lui, était apparu dans cette famille moins d'1 an avant le drame. Grand, mince, le regard parfois fuyant, il donnait l'impression d'un jeune homme introverti, relativement calme. Ses antécédents exacts restaient flous pour l'entourage, mais les Collins lui avaient ouvert leurs portes avec bienveillance, confiants dans leur capacité à l'aider à se construire un avenir meilleur. De fait, personne dans le quartier ne s'était jamais plaint de son comportement. Certains voisins trouvaient simplement qu'il parlait peu, passait du temps enfermé dans sa chambre ou sortait seul, la tête baissée, sans interagir avec les autres adolescents. Lorsque le drame se produisit, il faisait un temps pluvieux et sombre. On entendit un cri glaçant dans la rue, suivi d'un silence angoissant. Une voisine, intriguée, alerta immédiatement la police, décrivant la maison des Collins comme le théâtre de bruits inquiétants. Les agents arrivèrent rapidement et découvrirent un spectacle terrifiant. Patrick gisait dans le salon, présentant plusieurs blessures profondes au torse, tandis que Megan se trouvait non loin de la cuisine, dans un état tout aussi tragique. Jonathan, quant à lui, était recroquevillé contre un mur, le regard vide. Il répétait qu'il ne se souvenait de rien. Sur la scène de crime, tout indiquait une lutte féroce. Des meubles étaient renversés, des éclaboussures de sang maculèrent le sol et les murs, comme si un affrontement violent s'était déroulé en quelques instants. D'après les premières constatations, aucune trace de cambriolage ni d'effraction n'était visible. La police en conclut que les victimes connaissaient leur agresseur, ce qui fit peser d'emblée de forts soupçons sur Jonathan. Les enquêteurs principaux, habitués aux affaires criminelles complexes, commencèrent par relever systématiquement toutes les preuves matérielles: empreintes, traces de pas, relevés d'ADN et photographies. Leur objectif consistait à comprendre la chronologie exacte des faits et à déterminer si le jeune homme avait agi seul. Au cours de l'inspection, la chambre de Jonathan attira particulièrement l'attention. Les draps portèrent des taches de sang, le lit semblait déplacé, et un coin de la pièce était dans un désordre inhabituel. Les enquêteurs mirent la main sur plusieurs objets renversés et quelques notes griffonnées, incompréhensibles, jetées dans la poubelle. Rien ne prouvait encore sa culpabilité, mais tout laissait supposer qu'une confrontation s'était produite là-haut. L'adolescent maintenait qu'il n'avait aucun souvenir. Son discours paraissait hésitant, confus, oscillant entre la panique et la sidération. Progressivement, d'autres détails apparurent. Selon le rapport de l'adoption, Jonathan avait été confié aux Collins après plusieurs placements dans différentes familles d'accueil. Des dossiers médicaux, auxquels Patrick et Megan n'avaient apparemment pas eu accès, évoquaient chez lui des troubles du comportement et une tendance à se refermer sur lui-même lorsque la pression montait.
Les rapports évoquaient aussi sa généalogie. Son père biologique purgeait une lourde peine pour meurtre, commis plusieurs années plus tôt. Cette révélation suscita un intérêt particulier de la part des enquêteurs, qui se demandèrent si Jonathan n'avait pas hérité d'une colère refoulée, ou vécu un traumatisme familial si profond qu'il aurait pu y puiser la violence nécessaire pour s'en prendre à ses parents adoptifs. Malgré tout, l'entourage des Collins tombait des nues. Plusieurs proches affirmaient que le couple ne se plaignait jamais de Jonathan. On les voyait parfois discuter avec lui d'un ton posé, comme s'il cherchait à l'encourager dans ses études ou ses projets futurs. Cette apparence de vie de famille normale amplifia la sidération collective. Si l'adolescent n'avait pas laissé paraître de réels signaux d'alarme, comment avait-on pu passer à côté d'un potentiel passage à l'acte aussi brutal? L'autopsie des victimes révéla une multiplicité de coups de couteau, soulignant un excès de rage ou un déchaînement incontrôlé. Aucun objet de valeur ne manquait dans la maison, invalidant la thèse du cambriolage. L'analyse de l'arme, récupérée sur place, démontra que les empreintes de Jonathan figuraient clairement sur le manche. Sous les ongles de Patrick, des fragments de peau correspondant à l'ADN de l'adolescent furent retrouvés. Tous ces indices constituaient un dossier accablant, dont la solidité ne cessait de croître au fil des expertises. La police procéda à l'interrogatoire de Jonathan en présence d'un avocat commis d'office. L'adolescent garda un comportement incohérent, tantôt agité, tantôt abattu, répétant qu'il avait subi un trou noir, qu'il ne se souvenait plus des événements. Les enquêteurs prirent aussi contact avec les services sociaux, lesquels confirmèrent l'existence d'anciens incidents. Jonathan avait, paraît-il, déjà menacé un camarade de classe lors d'une dispute dans sa précédente famille d'accueil, et il avait présenté des signes d'automutilation. Toutes ces informations soulevaient la même question. Pourquoi les Collins avaient-ils ignoré ces antécédents délicats? Ou bien l'avaient-ils su et avaient-ils voulu aider ce jeune malgré ses fragilités? Des proches commencèrent à parler de tensions sous-jacentes. Un voisin, un soir, avait cru entendre une dispute éclater dans la maison. On y parlait de documents cachés ou de correspondances interceptées. Quelques jours plus tard, Jonathan avait paru abattu, mais personne ne lui avait demandé de s'expliquer. L'idée que Patrick et Megan aient tenté de protéger Jonathan d'une influence néfaste surgit quand la police découvrit des échanges de courriels. Les parents adoptifs étaient inquiets du fait que le père biologique puisse reprendre contact d'une façon ou d'une autre, et ils semblaient vouloir éloigner leur fils de cette figure paternelle. Peut-être Jonathan avait-il découvert ces échanges? Avait-il jugé que ses parents adoptifs lui mentaient sur son histoire? Le mobile possible d'une rancune aveugle prit alors forme dans l'esprit des enquêteurs. Le jour du procès, l'attention médiatique culmina. Les journalistes, intrigués par la violence de l'acte et par la jeunesse de l'accusé, se rassemblèrent devant le tribunal. De son côté, le ministère public estimait que Jonathan, âgé de 17 ans, devait être tenu responsable de ce double homicide. La défense, s'appuyant sur des rapports psychologiques, plaidait l'altération du discernement, évoquant la fragilité mentale de l'adolescent et son passé douloureux. Des experts psychiatres témoignèrent, décrivant un garçon introverti, marqué par l'abandon et la crainte d'être manipulé, qui aurait pu exploser s'il s'était senti trahi par ceux qui l'avaient accueilli. Les témoignages défilaient, dressant le portrait d'un jeune de plus en plus complexe. Une travailleuse sociale expliqua qu'à l'orphelinat, il avait souvent réclamé des informations sur ses origines, mais que les réponses lui étaient refusées. Un éducateur confia l'avoir déjà surpris en train de pleurer, seul, dans un couloir, après un appel téléphonique qu'il n'avait pas pu passer. Plusieurs témoins suggérèrent que Jonathan avait peut-être prémédité un affrontement avec Patrick et Megan pour obtenir la vérité, et que l'altercation aurait mal tourné. La question fondamentale restait: avait-il réellement eu conscience de ses actes ou avait-il agi sous l'emprise d'une folie passagère? Les preuves matérielles ne laissaient guère de place au doute quant au fait que Jonathan avait porté le couteau.
c'était davantage son état mental qui focalisait l'attention. Le procureur insistait sur la multiplicité des coups, preuve d'une volonté de faire du mal. L'avocat de la défense répliquait que l'adolescent avait sans doute vécu un épisode dissociatif, un accès de rage incontrôlé nourri par des ressentiments profonds. Le juge, tenant compte du grave préjudice, donna finalement raison à l'accusation. Jonathan fut déclaré coupable du meurtre de ses parents adoptifs, reconnu pénalement responsable et condamné à une longue peine d'enfermement dans un centre pour jeunes contrevenants. La communauté accueillit le verdict avec un mélange de soulagement et de consternation. Les proches de Patrick et Meghan considéraient qu'une justice avait été rendue pour ce couple exemplaire, tombé sous les coups de l'adolescent qu'ils avaient voulu aider. Mais certains éprouvaient aussi de la pitié pour Jonathan, estimant que le système l'avait peut-être abandonné trop souvent, sans jamais lui fournir l'accompagnement psychologique dont il avait besoin. Dans les semaines qui suivirent, le débat autour des réformes de l'adoption se ralluma. De nombreux citoyens exigeaient une plus grande transparence des agences, afin qu'elles transmettent tous les antécédents médicaux et familiaux des enfants. D'autres réclamaient des mesures pour sécuriser les familles adoptives, jugeant vital de garantir un suivi thérapeutique aux jeunes présentant des troubles. Les médias diffusèrent largement cette histoire. Certains reportages pointèrent la responsabilité des organismes qui ne vérifient pas toujours si l'enfant souffre de traumatismes majeurs. D'autres se demandèrent s'il n'aurait pas fallu un contrôle plus strict du père biologique pour éviter que ses antécédents ne déteignent sur l'adolescent. Des psychologues invitèrent ce public à comprendre qu'un jeune, même placé dans un environnement favorable, ne guérit pas toujours de blessures anciennes et que la révélation soudaine d'un secret familial peut agir comme un détonateur. Après la condamnation, Jonathan fut transféré dans l'établissement prévu pour les mineurs criminels, où un programme de suivi psychiatrique lui serait imposé. Il y passerait plusieurs années, avec la possibilité d'une réévaluation de sa situation à sa majorité. Les parents biologiques n'assistèrent pas au procès, pas plus qu'ils ne manifestèrent le moindre soutien. Personne ne savait exactement dans quel état d'esprit se trouvait l'adolescent, ni s'il comprenait pleinement l'horreur de son acte. Le tribunal, dans ses attendus, indiqua simplement que malgré son jeune âge, ses pulsions de violence démontraient une dangerosité avérée. Pour la communauté de Toronto, cette affaire laissa un vide. Les voisins regardèrent la maison des Collins avec un sentiment de frayeur mêlé de tristesse. La pelouse ne fut plus jamais entretenue. Le domicile demeura longtemps inoccupé, comme s'il subsistait un lourd souvenir que personne ne voulait affronter. Des psychologues de la ville mirent en place des ateliers de sensibilisation pour les familles d'accueil, espérant éviter que ne se reproduisent de pareils drames. Parfois, on voyait encore passer d'anciens amis de Patrick et Meghan, venus déposer une fleur devant la porte. Ils se souvenaient du couple comme de personnes généreuses, pleines d'espoir pour l'avenir de Jonathan, et qui n'avaient rien vu venir. Pour eux, cette tragédie montrait que la volonté d'aider ne suffit pas si l'on ignore la profondeur du mal-être d'un enfant. De nombreuses zones d'ombre persistent autour de cette histoire. Les enquêteurs n'ont jamais pu identifier l'événement déclencheur précis de la nuit du meurtre. Jonathan n'a donné aucune explication claire lors des audiences, hormis l'idée d'une colère incontrôlable, nourrie par la découverte de la volonté de ses parents adoptifs de le tenir à l'écart de son père biologique. Certains pensent que cette révélation, couplée à une frustration accumulée, a agi comme un catalyseur fatal. D'autres soulignent que l'adolescent aurait pu être en proie à des délires psychotiques. Le mystère reste entier, mais la conclusion judiciaire demeure. Jonathan a poignardé à mort Patrick et Meghan, détruisant brutalement une famille qui avait cru en lui. J'en ressors avec un profond sentiment de tristesse, car je suis convaincue que ces événements auraient pu être évités si la communication avait été plus claire et les besoins du jeune mieux pris en compte. Il est douloureux de constater qu'un acte aussi violent puisse éclater dans un milieu familial qui aspirait seulement à offrir de l'amour,
et une seconde chance à un adolescent malmené par la vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais à quel point ce récit est chargé en émotions, et j'espère que vous trouverez, dans les vidéos qui suivent, d'autres éclairages sur la complexité des faits divers. Je vous propose de continuer votre exploration sur la chaîne, où vous découvrirez d'autres affaires passionnantes et, je l'espère, instructives. Prenons tout le temps de réfléchir à ce qui se joue dans le silence de certains foyers et protégeons au mieux ceux qui tentent de se reconstruire. Encore merci et à très bientôt.